Alors, de notre côté, qui sont les différents acteurs actrices avec nous ce soir? Alors, je me représente, il y en a qui n'étaient pas là tout à l'heure. Je m'appelle Julien Voyer, je suis urbaniste, chargé de projet et développement au Centre d'écologie urbaine et je collabore à la création du réseau des Amis des Parcs depuis plus de 3 ans maintenant. Alors, je suis vraiment content d'être avec vous pour ce projet ce soir, pour ce webinaire à vos parcs pré-party où on veut parler tout le monde ensemble de pratiques inspirantes de mobilisation et d'animation autour des parcs urbains. Je suis accompagné de ma collègue Lucie Choulet, qui est basée à Victoria. Alors, on est vraiment d'un océan à l'autre aujourd'hui, qui est pour Amis des Parcs Canada, et également ma collègue Chloé Zérény-Lorest, qui, elle, de son côté, travaille pour le Centre d'écologie urbaine, mais également pour Amis des Parcs. Alors, on a deux chapeaux ce soir. Et on a également des gens dans une salle qui sont en train là, d'écouter également le webinaire. C'est le groupe des champions et championnes des parcs qui écoutent le webinaire avec nous ce soir, qui vont faire un atelier en personne également ce soir. Alors, merci à tous et à toutes d'être là. Je vais aller de l'avant avec la présentation. Notre menu de ce soir, on commence avec une introduction du projet, vous dire dans quoi s'inscrit le webinaire ce soir, ensuite une présentation des invités, une présentation de pratiques inspirantes de mobilisation et d'animation autour des parcs urbains. Alors, c'est vraiment la partie webinaire, la partie présentation. Je vous invite à prendre des notes. Là, on va avoir un bloc de questions de 15 minutes ensuite. Alors, comme ça, vous pouvez mettre à mesure vos questions dans le chat, on pourra y répondre à la fin ou prenez vos notes et on pourra en discuter à ce moment-là. Alors, on a vraiment 45 minutes là, de présentation qui est suivie par 15 minutes de période de questions. Et ensuite, on va se préparer à la période de discussion collective, à la période d'atelier. Alors, au point 4, là, on voit qu'il va y avoir la présentation des consignes, comment est-ce qu'on va se diviser en sous-groupes. Je vois des gens qui ont leur son allumé. Je vais aller fermer le son. Alors, consigne et division, je vais vous présenter la formule de l'atelier. Et ensuite, suite à la pause, si on est plusieurs à rester, on va séparer en deux sous-groupes en ligne. Et ça va être Chloé et Lucie qui vont animer avec vous là, la partie d'atelier en sous-groupe, la partie discussion. Alors, j'espère que ça vous va. Je vais continuer. Donc, introduction du projet. Le projet dans lequel s'inscrit le webinaire de ce soir s'appelle Connecter les amis francophones des parcs canadiens. Alors, c'est un projet qui vise à se base un peu sur tout ce qui a été fait dans le cadre du réseau des amis des parcs de Montréal, c'est-à-dire de la traduction vers le français d'outils qui avaient été faits notamment par Park People, par Amis des parcs. Alors, le but, c'est vraiment là, de tabler sur tout ce qui a été fait comme travail pour le faire rayonner dans la francophonie canadienne, mais aussi d'établir un dialogue, d'établir des échanges entre la francophonie canadienne et la francophonie québécoise également. Alors, on voit qu'on table encore une fois sur les partenaires du réseau des Amis des Parcs, donc le Conseil régional de l'environnement de Montréal, les Amis de la montagne, nous, le Centre d'écologie urbaine également, les Amis des Parcs. On a le support de la Banque TD, on a le support également du gouvernement du Québec et de la Fondation Choquette Legault. Alors, on les remercie pour l'atelier de ce soir. Alors, les objectifs de ce projet, c'est de créer des liens entre les groupes de la francophonie canadienne et francophonie québécoise, favoriser le pouvoir d'agir et le partage de connaissances et faire rayonner et connaître les groupes à l'échelle nationale, bien, qu'on se connaisse, qu'on sache ce qui est fait d'un océan à l'autre du Canada pour échanger sur les bonnes pratiques, pour pouvoir ensemble là, se mobiliser pour l'avenir de nos parcs urbains. Ensuite, activité en 2024 et 2025, mais c'est pas tout. Le webinaire de ce soir s'inscrit dans une suite de différents webinaires. Il va y avoir également un sondage et un portrait. Le sondage est déjà accessible, puis on va vous le partager. Le but, c'est d'avoir un portrait plus fin de ce qui est fait dans la francophonie canadienne au niveau des parcs urbains. Et également, il va y avoir la possibilité pour les personnes en dehors du Québec d'avoir des déplacements pour des grandes activités au niveau montréalais. On peut penser par exemple au forum des Amis des Parcs de Montréal. Et il va y avoir des appels là, pour ceux qui souhaitent participer, bénéficier là, de ces déplacements-là qui seront financés.
Alors, un petit rappel qui nous sommes, nous, le Centre d'écologie urbaine. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes ce soir qui nous connaissent, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, le Centre d'écologie urbaine est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 1996 par des citoyens, des citoyennes qui étaient engagés à transformer leur communauté de manière durable. On vise à créer des villes écologiques, démocratiques et en santé, et notamment par le développement du pouvoir d'agir citoyen, comme ce qu'on fait ce soir. Et le Centre d'écologie urbaine, on collabore avec les communautés, les municipalités de partout au Québec et également on prend part à des partenariats nationaux comme ce soir et internationaux. Je laisse la parole pour présenter Amis des parcs à ma collègue Chloé. Soutien de tous les groupes de citoyens et citoyennes, les organismes à but lucratif et les professionnels des parcs afin de faire connaître les parcs urbains en tant qu'espace essentiel pour créer des liens entre les citadins, les citadines et avec le reste de la nature. Donc, ça se fait à travers différents programmes et réseaux, des événements, de la recherche également, du financement et des programmes de micro-bourses, le partage de ressources ainsi que des services professionnels. Merci Chloé. Je pense qu'on t'a perdu un petit peu au début, juste faire attention au micro, peut-être parler proche du micro, mais je pense qu'on a bien vu sur la diapositive le début. Alors, les présentateurs, présentatrices de ce soir, qui est-ce qui va prendre la parole? On va d'abord avoir ma collègue Chloé qui va d'abord parler avec son chapeau d'Amis des parcs. Elle va nous parler de mobilisation par les corvées de nettoyage. Ensuite, il va y avoir Antonin Saint-Jean, qui est chef de service de la conservation aux Amis de la montagne, qui va nous parler d'un chapeau beaucoup plus large, tout ce qui est intendance environnementale. Et finalement, Chloé revient avec une expertise cette fois-ci du Centre d'écologie urbaine. Alors, son deuxième chapeau pour la soirée pour nous parler des promenades de Jane et donc plus largement qu'on veut organiser une promenade, une activité culturelle pour faire connaître là, un parc dans lequel on s'implique à titre de groupe Amis des parcs. Alors, notre but, c'est qu'à la sortie de la soirée, on soit outillé avec des pistes d'action vraiment claires sur comment est-ce qu'on peut activer nos parcs urbains, comment est-ce qu'on peut se mobiliser autour des parcs urbains. Alors, on veut que ce soir, que vous ayez aussi un moment pour échanger autour de ce qui a fonctionné pour ce type d'activité, ce qui a moins bien fonctionné. Alors, on va commencer avec cette partie de présentation et ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, on va avoir une partie là, de discussion. Alors, partie conférence, je passe la parole à Chloé pour la présentation sur les corvées de nettoyage. Merci, Juliette. Donc, je suis chargée de projet de développement pour le Centre d'écologie urbaine et pour Amis des parcs, Paul. Donc, pour commencer cette soirée de conférence, on voulait vous parler de la mobilisation à travers le corvée nettoyage. On a choisi cette activité parce qu'elle est plus ou moins celle par excellence là, quand on parle de mobilisation. Elle rejoint tous les âges. Elle est assez populaire et et voilà. Donc, pour le plan de la présentation, d'abord, on va parler des corvées de nettoyage, donc quelques étapes pour ensuite parler des quelques conseils et idées bonus, ainsi que des exemples d'outils et de ressources. Puis, on va faire le lien avec comment faire équipe avec son conseiller, sa conseillère municipale, encore une fois, en quelques étapes, et également avec le lien avec les personnes élues pour finalement voir quelques ressources en ligne. Alors, pour commencer, on a choisi ce proverbe, donc il faut un village pour entretenir un parc, en référence à il faut un village pour élever un enfant, donc vraiment en parallèle avec le reflet de l'aspect collectif puis de la responsabilité collective en ce qui a trait au, à, à l'entretien de nos parcs urbains. Donc, une corvée de nettoyage rend le tout beaucoup plus amusant, puis il s'agit d'un bel événement pour créer un sentiment d'appartenance envers le parc. La corvée, elle s'adresse autant aux nouveaux groupes qu'aux groupes qui existent depuis longtemps. Elle peut même devenir une belle tradition annuelle. C'est une activité qui est assez motivante puis que les gens aiment beaucoup en général parce qu'elle permet de constater les résultats assez concrets après quelques heures d'efforts collectifs déployés. Puis, c'est une façon assez accessible financièrement de faire une activité pour se sentir attaché à son parc local.
En quelques étapes, comment faire de votre corvée un grand succès? Alors d'abord, pour la mobilisation du superviseur du parc, c'est tout à fait, normal, là, si jamais vous savez pas quelle personne, identifier il y aura vous pouvez, appeler le 311 par exemple, là, pour la Ville de Montréal ou aller voir les ressources en ligne. C'est important de créer et maintenir un bon lien avec le personnel, municipal, puis c'est également à ce moment-là que vous allez savoir si, il vous faut, par exemple, un permis ou que vous avez, besoin de certains éléments pour votre activité par rapport à la ville. Ensuite, donc, s'organiser, c'est-à-dire choisir une journée, planifier le matériel dont vous allez avoir besoin, par exemple, les premiers soins. Souvent, pour la journée, ça va être les organisations aiment beaucoup le faire au printemps. Numéro 3, parlez-en à tout le monde. Donc, évidemment, les communications, on ne peut pas passer à côté, que ce soit rédiger, par exemple, un dépliant que vous voudriez distribuer directement dans le parc ou partager, pardon, l'invitation sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à approcher des organisations partenaires ainsi que la ville pour repartager votre invitation à votre activité. Ça va leur faire plaisir. Donc, et puis finalement, numéro 4, établissez des consignes claires lors de la corvée. Donc, c'est-à-dire quoi ramasser, mais aussi quoi ne pas ramasser, comment s'habiller. Il faut former des équipes également sur le terrain et évidemment, ne pas oublier de s'amuser. On voulait également ajouter quelques conseils et idées bonus. Donc, n'hésitez surtout pas à y ajouter votre grain de sel. Ça rend le tout beaucoup plus amusant. Donc, en organisant, par exemple, un jeu, on peut penser à un bingo, une chasse au trésor, qui est le premier qui me rapporte un paquet de gomme. Donc, ça peut rendre le tout plus amusant. Ensuite, établir un partenariat, ça peut être apprécié de s'associer avec un autre événement éco-responsable qui a lieu de partenaire, par exemple, du quartier et d'en faire un moment propice à l'apprentissage, c'est-à-dire d'inviter, encore une fois, peut-être en partenariat avec une organisation, donc qui peut être complémentaire, donc par exemple, axée sur la réduction des déchets, qui pourrait venir puis aider à sensibiliser les gens sur le sujet durant l'activité. Un peu plus précisément, on voulait vous présenter quelques exemples de ressources et outils. Le premier ici, c'est du regroupement des écoquartiers montréalais. Donc, eux, les écoquartiers, à chaque année, vont organiser avec leurs partenaires, leurs membres et la mission Milton en septembre, donc qui coïncide avec le World Cleanup Day, la journée du fleuve. Donc, les membres des personnels des écoquartiers environ vont choisir dans 1 à 3 parcs par arrondissement prédéterminés. Et puis là, ils vont y tenir un kiosque d'accueil et un prêt de matériel. Donc, c'est vraiment une occasion pour vous d'aller à leur rencontre, de vous faire connaître, puis de rencontrer des gens dans une activité déjà organisée. Puis aussi, si vous voulez organiser votre propre corvée dans votre parc, les écoquartiers peuvent vous aider à l'organiser en vous prêtant le matériel. Il s'agit de les contacter une semaine d'avance et se rendre tout simplement sur place pour récupérer tout ce dont vous avez besoin, pouvoir le rendre par la suite. Un autre exemple d'outil qu'on trouvait très intéressant à vous présenter, c'est OceanWise. Donc, OceanWise est une organisation mondiale de protection de la nature dont la mission est de créer des communautés qui prennent des mesures significatives pour protéger et restaurer nos océans. Donc, ici, OceanWise propose un outil, une application en ligne pour faciliter l'organisation et l'inscription à votre événement de nettoyage, tout en collectant des données. C'est-à-dire que vous pouvez donc aller sur l'application en ligne, vous inscrire, enregistrer votre événement. Là, comme vous pouvez voir à l'écran, vous mettez le nom de la ville. C'est à ce moment-là que vous pouvez soit organiser votre événement, soit voir ceux qui ont lieu autour de vous et simplement vous y joindre. Donc, si vous choisissez de l'organiser vous-même, une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme, ça va vous donner aussi une liste d'accès aux ressources et une liste de matériel nécessaire dont vous allez avoir besoin. Et
en dernier lieu, au moment où vous faites votre collecte, votre corvée de nettoyage, c'est très important de garder l'application ouverte parce qu'elle permet d'enregistrer le type et le poids des déchets que vous nettoyez d'une façon assez facile d'accès. Et une fois que vous avez terminé, vous cliquez simplement sur soumettre, puis les données collectées par vos participants et par vous sont essentielles à ce programme de sciences citoyennes et sont utilisées pour informer la politique en matière de plastique. Donc, c'est vraiment génial. En poursuivant, on voulait ici faire le lien avec comment faire équipe avec son conseiller ou sa conseillère municipale, puisque ces personnes-là ont une grande influence sur le sort de vos parcs. C'est pourquoi c'est vraiment bon de leur présenter votre groupe dès le début de vos démarches. Et c'est à cette occasion-là aussi que vous pourrez leur montrer que vous êtes mobilisés, que vous faites quelque chose pour le bien commun. Puis c'est vraiment une belle occasion de briller à leurs yeux et d'en faire un de vos alliés précieux. Ici aussi, en quelques étapes, donc prendre contact, comme on l'a dit plus tôt, c'est bien correct si vous n'êtes pas au courant quelle est la personne ressource. Le 3.1 peut vous renseigner ou des ressources en ligne. Également, on voulait prendre un petit moment pour dire aussi que si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de contacter ces personnes-là en amont de votre activité, il n'est jamais trop tard, même si l'activité est déjà passée, c'est aussi une belle occasion de prendre contact, de leur montrer ce que vous faites et ça peut être simplement une occasion de les inviter d'avance à votre prochain événement. Donc vraiment, que ce soit avant ou après, n'hésitez pas à prendre contact. Expliquez clairement vos demandes. Donc, n'hésitez pas à montrer des chiffres, des photos, des rapports d'activité, des exemples concrets. Présentez également vos aspirations et vos demandes principales. Donc, misez sur vraiment celles qui sont essentielles pour votre groupe. Puis, ce qui peut être intéressant pour faire valoir vos points, c'est de planifier une visite de votre parc avec votre conseiller ou votre conseillère. C'est vraiment à cette occasion-là que vous allez pouvoir bien illustrer votre situation, puis établir une belle relation avec cette personne-là. Puis, enfin, maintenez des liens pour solidifier votre relation. Vous pouvez, n'hésitez pas à envoyer un récapitulatif de vos événements et de vos accomplissements. Une fois par année, vous pouvez faire le bilan avec cette personne-là. Et si cette personne-là participe à vos événements, et n'hésitez pas à l'inclure, faire des photos, partager vos photos. C'est toujours apprécié de leur côté également. Puis, enfin, on voulait aussi vous encourager fortement à inviter votre élu. L'invitation de votre élu, c'est à votre corvée. C'est quelque chose qui a des bénéfices donnant-donnant là, de chaque côté. Donc, ça vous permet de vous faire connaître et rayonner votre organisation, de tisser des liens et de favoriser une meilleure attention. Puis pour cette personne-là, c'est également une belle plateforme de visibilité. Donc, comme vous avez pu voir là, tout au long de la présentation, Lucie vous a partagé certaines ressources en ligne qu'on va pouvoir rendre accessibles par la suite. Puis, n'hésitez pas à visiter notre site web allant à la page des ressources pour les retrouver également. Merci beaucoup. Puis, je passe la parole à Antonin, des Amis de la Montagne. Oups. Écoute, bonjour à toutes et à tous. Enchanté, moi c'est Antonin Saint-Jean. Je travaille aux Amis de la Montagne. Donc, on est un organisme à but non lucratif qui est situé sur le Mont-Royal, actif depuis 1986. Notre mission, c'est la protection et la mise en valeur du Mont-Royal. Tout ça via l'implication du public. Donc, on est là, les cordes des activités aujourd'hui. On va aller tout de suite avec notre petite présentation. Donc, au menu aujourd'hui, on va parler un peu du Mont-Royal. Euh, pour ceux qui le connaissent, il y en a peut-être ceux qui connaissent moins. Donc, on va regarder aussi le concept d'intendance environnementale, les enjeux et les pistes d'implication, l'historique des différents projets, l'implication bénévole, des partenariats importants et le plan de conservation. Donc, comme on a dit, je travaille pour les services de la conservation. Donc, de notre côté, on a 3 grands axes où on travaille, soit l'intendance environnementale, la recherche et la sensibilisation du public. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur le côté de l'intendance environnementale. On va décortiquer un peu nos actions dans le parc puis voir l'ampleur que ça a pris au fil des années.
Donc, on travaille, comme on l'a dit, sur le Mont-Royal, notamment dans le site patrimonial du Mont-Royal. Donc, ça englobe le parc du Mont-Royal, le parc Tiohtià:ke, mais aussi un ensemble d'institutions qui sont situées sur le Mont-Royal, dont des cimetières, des universités, des centres hospitaliers aussi. Donc, on travaille avec un ensemble de partenaires différents et avec la ville de Montréal, évidemment. Donc, le Mont-Royal, il y a on a, on a la chance d'avoir vraiment des milieux forestiers. On n'est pas tant dans de la forêt urbaine, plus qu'un milieu forestier en milieu urbain. Donc, on a vraiment une richesse écologique qui est assez grande sur la montagne. On a des centaines d'espèces de plantes. C'est un endroit qui est très important pour, notamment dans les périodes de migration pour les oiseaux aussi. Donc, on va retrouver presque 200 espèces d'oiseaux. On va retrouver aussi des mammifères, des amphibiens, des reptiles. Donc, c'est vraiment un milieu écologiquement très riche, situé en plein cœur de la métropole. Ça crée plusieurs pressions au niveau de la conservation aussi. Donc, il y a tout un travail à faire pour conserver ce site. La présentation d'aujourd'hui, on va parler de l'intendance environnementale. Qu'est-ce que c'est? L'intendance environnementale, c'est les différentes façons d'impliquer la communauté dans la préservation d'un site. Donc, on travaille avec beaucoup de différents partenaires sur le site du Mont-Royal. On travaille aussi avec une grande communauté de bénévoles, et avec la Ville de Montréal. Donc, comment rassembler tous ces acteurs-là pour poser des actions vraiment concrètes de conservation du site? En gros, c'est ça l'intendance environnementale. De notre côté, on a le programme d'intendance environnementale, qui est bien nommé. On a deux grands objectifs. Sensibiliser la communauté à l'importance de protéger la richesse fragile des écosystèmes du Mont-Royal. Et une fois que la communauté est sensibilisée, qu'elle comprend les enjeux, il faut lui permettre de s'impliquer activement dans la conservation, donc via des projets concrets de restauration des écosystèmes. Le tout dans le but d'appuyer, bonifier des projets qui sont déjà déployés par la ville ou par différents partenaires sur le site patrimonial. Donc, je parle beaucoup de grands enjeux de conservation qui touchent la montagne. On va regarder les trois principaux. Donc, les espèces végétales exotiques envahissantes, qui sont un fléau sur la montagne. Donc, on a plusieurs espèces qui se sont installées. On est en milieu urbain, donc on a une très grosse pression de ce côté-là. La dégradation des sols aussi, que ce soit par les différents usages inappropriés ou ne serait-ce que par la topographie même de la montagne, l'érosion naturelle, et le manque de données sur certaines populations vulnérables, donc des populations animales qui sont plus vulnérables, qui sont présentes sur la montagne. Qui dit enjeu dit aussi piste d'implication dans le cadre de nos programmes. Donc, on va travailler beaucoup sur tout ce qui est le volet de maîtrise des EVE, donc les espèces végétales exotiques envahissantes. On va travailler aussi sur des enjeux de reboisement et sur des projets de sciences citoyennes. On va aller un peu plus en profondeur dans ces différents projets-là. Tout ce qui est le volet de la gestion des plantes exotiques envahissantes, c'est des actions qu'on a commencées en 2007 sur la montagne, 2006 et 2007. On travaille principalement sur la maîtrise du nerpran cathartique, qui est une espèce envahissante qui vient d'Europe, qui a pris beaucoup de place sur la montagne, notamment suite à la tempête de verglas de 98. Des gros efforts qui ont été déployés dans le cadre de notre programme pour faire que ce soit de la coupe ou de l'arrachage de cette espèce-là. Au fil des années, on a réalisé plus de 9000 heures personnes de travail avec les bénévoles, donc c'est vraiment immense. On a réussi à maîtriser environ 160 000 mètres carrés sur la montagne, donc un gros projet qui nous tient à cœur depuis le début même du programme d'intendance. Ce qui est drôle avec les plantes envahissantes, c'est que quand on en enlève une, il y en a une autre qui prend la place. Donc, on travaille aussi parallèlement sur la maîtrise du don de venin de Russie et la lierre officinale. Et on vise dans les prochaines années à aller toucher comme ça plusieurs autres espèces de plantes envahissantes qui sont présentes sur la montagne puis qui menacent vraiment l'intégrité de la diversité floristique de la montagne. On travaille aussi sur la plantation d'arbres et d'arbustes sur le Mont-Royal, que ce soit pour reboiser suite à des actions de retrait de plantes envahissantes. Et on pense aussi aux différents dégâts qui ont été causés par la grille du Frêne dans les dernières années. Donc, on vient appuyer la ville dans le reboisement sur le site. On veut amener aussi une diversité plus grande, tout en respectant les différents peuplements de la montagne. Donc, amener un peu plus de résilience de ce côté-là. Et nos efforts de reboisement, on a planté à date plus de 38 000 arbres, arbres et arbustes sur le Mont-Royal depuis 1994, donc une grande réussite. On vise peut-être le 40 000 cette année, à voir.
Puis tout ça nécessitait l'implication d'environ 10 000 participations. Ça représente environ 20 000 heures de travail là, depuis le début du projet. Donc, on voit vraiment l'importance de l'implication bénévole dans nos projets. C'est pas des projets qu'on aurait pu réaliser avec notre petite équipe du service de la conservation. On a vraiment besoin de l'implication citoyenne. On fait aussi un suivi de ces plantations-là avec les bénévoles. Donc, ça leur permet notamment de voir la survie des végétaux, la croissance. Ça permet aussi de voir les arbres grandir pour les bénévoles au fil des années, de les entretenir. Donc, c'est vraiment une relation continue qui entretiennent avec le territoire. Donc, ça, c'est le côté un peu plus jardinage, ce qu'on appelle le jardinage dans notre jargon, du programme d'intendance. On a aussi un volet des sciences citoyennes. Donc, on participe depuis 2005 au projet de Feeder Watch, qui est un programme de recensement des oiseaux en hiver aux mangeoires qui sont situés sur le Mont-Royal, et au projet Mission Monarque. Donc, c'est des projets de sciences citoyennes qui impliquent vraiment le public. Donc, on ne va pas avoir affaire avec des scientifiques. On va aller directement vers la population, on va les sensibiliser aux projets de recherche, à l'importance de ces projets-là, les impliquer directement dans la prise de données pour ces projets-là. Ça permet d'avoir beaucoup, beaucoup de données, souvent sur des gros territoires, ce qui est assez intéressant pour les scientifiques qui vont travailler avec ces données-là. On adore les oiseaux, donc on a plusieurs autres projets aussi de sciences citoyennes qui touchent les oiseaux, dans le recensement des oiseaux de Noël, le grand dénombrement des oiseaux de février et la Journée internationale des oiseaux migrateurs, une activité qui est nommée le Global Big Day. Donc, c'est des grandes activités de décompte. Si on regarde le grand dénombrement des oiseaux de février qui s'est terminé la semaine passée, je pense qu'il y a 600 000 participations au niveau mondial. Donc, c'est vraiment des projets de grande envergure. C'est intéressant pour les bénévoles de s'impliquer dans ces projets-là. Au cours des années, donc depuis 2007, le programme d'intendance a quand même grossi. Ça fait presque 14 ou 15 ans que le projet existe. Donc, on a eu des sous-projets qui sont créés à partir du PIE, notamment le programme de bénévolat autonome, donc le BAI, qui est le bénévolat autonome en intendance environnementale. Donc, c'est un projet où on permet à nos bénévoles étoiles, donc des gens qui travaillent avec nous depuis plusieurs années, de s'impliquer de façon autonome dans des projets, que ce soit de la gestion des plantes envahissantes nuisibles. On a aussi lancé le projet de PIE Relève cette année. Donc, on invite les étudiants de 4e, 5e secondaire à venir travailler avec nous sur nos projets d'intendance, notamment sur la maîtrise des plantes envahissantes. Et un de mes projets favoris, la revitalisation du boisé Dora Wasserman, qui est situé près du Mont-Royal. Un projet qui a été lancé par Claire Vasseur il y a quelques années pour protéger la richesse floristique du site. Donc, on est un parc un peu plus de quartier, mais avec une grande richesse comparable à celle du Mont-Royal pour certains endroits. Donc, elle a impliqué vraiment la communauté, notamment les écoles autour du parc, à s'impliquer dans la protection du site. Donc, ça, c'est des projets qui nous tiennent beaucoup à cœur. Il y a aussi le projet de gestion citoyenne de l'herbe à poux, qui a été lancé dans la ville par Irène Maillé, qui se continue maintenant dans le parc dans le cadre du programme BAI. Donc, en tout, depuis le début du programme, on a réussi à réaliser plus de 73 000 heures de bénévolat, ce qui est vraiment énorme. Et ça a vraiment permis d'améliorer la résilience et la qualité des milieux naturels du Mont-Royal. Donc, c'est vraiment un projet qui a fait une grosse différence au cours des années et dont on est très fiers. On a vu qu'il y a des choses, il y a certains éléments qui venaient appuyer la bonne réalisation de nos projets. Donc, de mon humble avis, ce sont un peu les clés de l'implication bénévole, en tout cas pour nos projets sur la montagne. La diversification des partenaires, mais aussi la consolidation des partenariats. Donc, avoir des partenariats à long terme diversifiés, aller chercher justement les différents acteurs qui se retrouvent sur notre territoire. La diversification des actions aussi, que ce soit pour maintenir l'intérêt des bénévoles ou pour allonger nos périodes d'action, comme le projet Feeder Watch, justement, qui a lieu l'hiver pour garder un lien avec nos bénévoles toute l'année. Communication et promotion, donc tout ce qui est les infolettres, garder un contact solide avec nos bénévoles, c'est très important pour garder leur participation active. Promotion des activités aussi, soyez créatifs où vous allez afficher vos activités. Il y a toujours des bassins potentiels qu'on peut rejoindre auxquels on n'aura pas pensé.
Ensuite, le dernier point, c'est la diffusion des résultats et la reconnaissance des bénévoles. Donc, vraiment important aussi de mettre en valeur les projets qu'on a réussi à mettre en place. Diffuser les résultats, c'est montrer que notre projet a fonctionné cette année. C'est valorisant pour les bénévoles. C'est important aussi pour nos différents partenaires avec lesquels on travaille. Et reconnaître les bénévoles, dire merci, bravo, à la fin de l'année, faire un retour sur les actions, c'est toujours vraiment apprécié, puis ça permet de garder de construire et de maintenir ce lien fort avec les bénévoles. On parlait beaucoup de l'importance des partenariats. Donc, il y a différents types de partenariats. On a des partenaires de terrain. Donc, sur le terrain, on travaille avec différents organismes, que ce soit l'Hirondelle, on a le programme Sors dehors de la Fédération canadienne de la faune. On travaille avec Toujours ensemble, qui est un organisme basé à Verdun, et aussi avec le milieu scolaire pour avoir des partenaires qui viennent s'impliquer directement dans nos projets d'intendance environnementale. On a aussi des partenaires de planification, notamment la Ville de Montréal. On travaille avec le Service des grands parcs, le Bureau du Mont-Royal, l'arrondissement Ville-Marie, pour tout ce qui est la planification des actions. Donc, tout ce que ce soit les listes de végétaux, les zones d'action de contrôle des plantes envahissantes. Donc, c'est vraiment des partenaires avec lesquels on travaille de façon assidue. Et des partenaires de soutien pour le soutien financier des projets. Donc, on a la chance d'avoir différents partenaires qui nous soutiennent depuis plusieurs années, notamment les Amis des Parcs via le projet Cornerstone, qui est un projet pan-canadien qui vise aussi récemment à amplifier les actions de conservation dans les différents parcs au niveau de l'ensemble du Canada. On a la promesse TD Prête à agir qui nous soutient depuis plusieurs années et la Ville de Montréal et aussi plus récemment, la Coalition des Montérégiennes, qui est un regroupement des différents organismes qui travaillent sur l'ensemble des Montérégiennes, donc dans le sud du Québec. Euh, Justement, par rapport à la Coalition des Montérégiennes, la dernière année, on a travaillé sur le plan de conservation du réseau écologique du Mont-Royal. Donc, c'est un plan qui s'étend jusqu'en 2027. Qui relie notamment les différents organismes qui sont présents sur les Montérégiennes. Mais de notre côté, notre objectif, ça va être vraiment de travailler avec les différents acteurs qui sont sur le Mont-Royal, donc sur l'ensemble du site patrimonial, donc d'accélérer la conservation sur le site via quatre grandes actions, soit la sensibilisation, la concertation, la recherche et l'intendance environnementale, toujours, on y revient toujours. Donc, c'est vraiment nos quatre priorités d'action. Et c'est ce qu'on souhaite développer avec le programme d'intendance pour les prochaines années. Donc, une meilleure planification, une amplification des actions. Donc, voilà pour moi. Merci à toutes et à tous. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nos programmes, vous pouvez aller voir notre site Internet, vous inscrire à notre infolette bénévole et participer à nos projets qui vont recommencer dès le mois de mai dans le cadre du programme d'intendance. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Chloé. Oui, donc de retour cette fois-ci pour vous présenter un exemple légèrement différent. Donc, avec mon chapeau du Centre d'écologie urbaine, on voulait parler d'une activité plus à vocation culturelle. Donc, qui est les promenades de Jane. Ici, c'est le centre qui coordonne ce projet-là à Montréal depuis 2009. Alors, plus précisément, les promenades de Jane, qu'est-ce que c'est? C'est une fin de semaine d'activité piétonne qui a lieu à l'échelle mondiale la première semaine de mai. C'est plus de 200 villes à travers le monde qui font les promenades de Jane et donc depuis, comme on le disait, 2009 à Montréal. Ça permet de tenir une panoplie de belles conversations en marche ouverte à tout le monde et à tous les sujets. Qui était Jane Jacobs. Donc, elle a vécu de 1916 à 2006. Auteure, activiste américaine et critique sociale. Vraiment, Jane Jacobs en faveur d'une démarche originale et communautaire pour comprendre, organiser, concevoir et construire les villes. La marche, c'était vraiment quelque chose qui est placé tout à fait au cœur des déplacements en ville.
Et sa vision, c'était de valoriser l'expertise citoyenne, l'histoire et la symbolique des lieux, de même que le réseautage communautaire. Un peu plus sur sa vie. Donc, on a eu le livre publié en 1961, The Death and Life of Great American Cities. Donc, ça, c'est vraiment un livre clé pour comprendre la pensée de Jane Jacobs et avoir plus de détails. Et en 2016, il y a également un documentaire qui a été produit sur sa vie. Donc, Citizen Jane, Battle for the City. Puis, vous allez vraiment pouvoir en savoir plus sur sa vie, puis également sur l'impact qu'elle a eu. Plus précisément pour le projet des promenades de Jane à Montréal. Donc, première édition en 2009. Déjà, on avait 19 promenades avec 400 participantes. Puis, 15 éditions plus tard, donc en 2023, l'année passée, on a eu 53 promenades et 1077 participantes. Donc, depuis 2009, on peut parler d'un total de 1000 promenades qui ont eu lieu, qui ont mobilisé plus de 20 000 amoureux et amoureuses de la ville. Les objectifs, un peu plus précisément de la promenade de Jane, c'est de rapprocher les citoyens de leur ville et de leurs voisins. C'est de faire découvrir des nouveaux quartiers ou de redécouvrir le sien, que ce soit à travers certains bâtiments, des parcs, des lieux publics, des monuments ou tout autre élément qui sont chers aux citoyens et citoyennes qui veulent faire une promenade de Jane. Puis, bien évidemment, d'encourager un mode de vie sain et actif à travers cette activité culturelle. C'est un événement qui est gratuit pour les participants, qui met de l'avant le savoir citoyen qui est vraiment précieux. Elle se concentre donc sur les passions des gens et leurs observations. Puis, ça développe un sentiment d'appartenance assez important. Pour ce qui est de la 16e édition, donc cette année, c'est un regard citoyen sur le patrimoine. Donc, un focus sur le patrimoine dans les quartiers montréalais. Et le patrimoine, ça peut être vu sous toutes sortes de formes, que ce soit naturel, architectural, culturel ou bien d'autres. Et cette année, c'est rendu possible grâce au soutien du programme Patrimoine montréalais dans les quartiers de la ville de Montréal. Ici, un peu plus un lien pour le groupe des Amis des Parcs. Quel est l'intérêt, par exemple, de mener une promenade, une activité de ce type-là ou même une promenade de Jane? C'est donc d'abord de faire connaître votre groupe aux gens du quartier, puis de partager les connaissances vraiment précises et précieuses que vous avez de votre lieu, par exemple par rapport à sa flore, par rapport à l'histoire du parc, ou encore pour parler d'enjeux sur lesquels vous souhaitez intervenir. Donc, ça peut vraiment permettre de lancer une conversation autour du parc avec les citoyens et citoyennes. Pour ce qui est du calendrier des promenades de Jane cette année, si jamais vous avez envie de participer, donc jusqu'au 29 mars, c'est l'enregistrement des promenades sur le site web. Ensuite, début avril, on a le dévoilement de la programmation. Jusqu'au 28 avril, ce sera les inscriptions aux promenades sur le site web. Et évidemment, le 3, 4, 5 mai, c'est les promenades de Jane qui ont lieu à travers la ville. Pour en savoir plus, donc on a notre site web juste ici qu'on va vous repartager et mon collègue Hugo Gladu, qui est donc chargé de projet au Centre d'écologie urbaine et qui s'occupe de ce projet-là, donne une séance d'information virtuelle le mercredi 6 mars de 12h15 à 13h. Puis également, si vous avez des questions là, durant la période de questions qui va suivre, il est parmi nous ce soir, donc n'hésitez pas à nous partager vos questions et va pouvoir y répondre également. Merci beaucoup.